Le 5 juin 1984, la police de Montréal repère une voiture incendiée sur le parking d'un restaurant. 3 semaines plus tard, le corps en décomposition du propriétaire de la voiture est retrouvé dans un parc de Longueuil. Il était à un stade de putréfaction avancé, et le corps était comme avachi, ce qui est une position assez anormale pour une personne qui se serait assise au pied d'un arbre. Près de 10 ans plus tard, en novembre 1993, des pompiers découvrent le corps noirci d'une femme gisant dans son lit. Cet incendie n'était rien d'autre pour nous qu'un moyen d'effacer les preuves, c'était évident. À première vue, rien ne semble lier ces deux meurtres. Il faudra plus de 20 ans pour que les enquêteurs arrivent à trouver la piste du mystérieux meurtrier occasionnel. Montréal, quartier Côte-des-Neiges. Dans la nuit du 2 au 3 novembre 1993, de la fumée est aperçue dans le corridor d'un immeuble de 11 étages. Les pompiers sont immédiatement dépêchés sur les lieux. Ils réalisent que l'incendie semble avoir pris naissance dans la chambre à coucher d'un des appartements. On constate alors qu'il y a eu combustion. Il n'y a aucune flamme dans l'appartement, mais tout est brûlé, tout est noirci. Là, on découvre une femme qui est étendue sur le ventre et dont le corps est carbonisé. L'appel au service d'urgence a été passé trop tard. Les policiers ne peuvent que constater le décès de cette personne, encore non identifiée. En revanche, l'analyse sommaire de la scène laisse à penser que l'incendie est d'origine suspecte. Ce qui met la puce à l'oreille aux enquêteurs, c'est une petite odeur d'accélérant. On remarque par ailleurs que l'incendie est confiné dans une seule pièce. Et au milieu de cette pièce, il y avait une femme qui était étendue sur le ventre avec quelque chose sur la tête et une ficelle entourée autour du cou. Le sergent détective Gérard Saint-Germain du service de police de la ville de Montréal est chargé d'enquêter sur l'affaire. Ça nous laisse supposer qu'elle a été étranglée à l'aide de la ficelle. Aussitôt, on traite l'affaire comme un meurtre et on collecte toutes les preuves. Pour l'enquêteur Saint-Germain, il est impératif qu'une autopsie soit pratiquée sur le corps de la victime. Le docteur Claude Potel était à l'époque pathologiste judiciaire au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale. Le corps était carbonisé, et la carbonisation concernait surtout la tête et les membres supérieurs. La partie antérieure, qui était contre le lit, était mieux préservée, et dès le début, ça nous a semblé suspect. Il fallait donc le traiter comme tel. C'est un collègue du docteur Potel qui pratique l'autopsie sur le corps de la victime. Le docteur Lauzon a relevé des sites d'impact au niveau de la tête, c'est-à-dire des foyers d'infiltration hémorragique, et il y avait beaucoup d'infiltration hémorragique au niveau des muscles du cou. Ceci permettait de conclure, hors de tout doute raisonnable, qu'il y avait eu une compression marquée des tissus du cou, comme on en voit dans les cas de strangulation manuelle. L'autopsie sert entre autres à déterminer la cause du décès. Le sergent détective Saint-Germain cherche à savoir s'il est attribuable à l'incendie. Ce qu'on va essayer de déterminer, c'est la présence de suie, de noir, de fumée, dans les voies respiratoires attestant que la personne a pu respirer, inhaler cette suie. Or, il n'y en avait pas. Donc on peut en conclure, hors de tout doute raisonnable, que la personne n'est pas morte des suites de l'incendie, qu'elle était morte avant l'incendie. En quête de réponse à ces questions, l'enquêteur assiste à l'autopsie. Il espère que le pathologiste sera en mesure de déterminer si le fil retrouvé autour de la tête de la victime a bien servi à l'étrangler. Eh bien, il m'a confirmé que ce n'était pas ça qui l'a étranglé. Il s'était probablement servi de ses mains. Il ne pouvait pas me le certifier, mais ce n'était pas la ficelle. L'appartement de la victime est aussi passé au peigne fin, à la recherche d'indices qui pourraient expliquer le crime. Mais les ravages causés par le feu rendent la tâche très ardue. Cet incendie n'était rien d'autre pour nous qu'un moyen d'effacer les preuves, c'était évident. Ça nous compliquait énormément la tâche parce que les preuves ont pratiquement toutes brûlé ou disparu. Alors, il faut faire des recoupements. Il faut travailler notre dossier différemment que lors de meurtres ordinaires. Les voisins ont dit « on a entendu quelque chose exploser ». Finalement, ils vont se rendre compte qu'on s'est servi d'un accélérant. La scène révèle donc de précieux indices à l'enquêteur Saint-Germain, qui commence à voir de plus en plus clair dans cette affaire. Ce qu'on note dans le rapport, c'est qu'il a allumé l'incendie, il a répandu de l'essence, ou en tout cas un accélérant, il l'a allumé, et ça n'a pas pris feu, car ça s'est éteint presque tout de suite. Par contre, il y a certains objets qui ont pris feu, mais ça s'est consumé en combustion lente parce qu'il n'y avait pas assez d'oxygène.
Il cherchait à effacer ses traces, mais son opération n'a pas réussi. Il ne devait pas être spécialement doué de ce côté-là. Un élément tracasse toutefois l'enquêteur. La pile du détecteur de fumée ne se trouve plus à l'intérieur de l'appareil, mais au sol. Soit l'individu avait délibérément retiré la pile, soit c'est la chaleur qui a contribué à ramollir le plastique, ce qui pourrait expliquer que le bloc d'alimentation soit tombé. J'avais quand même quelques légers doutes sur la question, parce que les fils n'étaient plus reliés à la pile. Alors, ça me laissait à penser qu'il l'avait retiré lui-même, tout simplement. Pendant que les enquêteurs investissent l'appartement de la victime, le travail du pathologiste judiciaire se poursuit. Puisqu'on retrouve une femme nue, on a des raisons de suspecter une agression sexuelle. Le docteur Lauzon a retrouvé quelques rares formes de spermatozoïdes incomplets dans le vagin. On doit se contenter de déposer ces éléments au fichier jusqu'à ce qu'on ait un suspect pour faire des comparaisons. À ce moment-là, on n'avait pas les moyens d'analyser l'ADN. Mais aujourd'hui, tout est beaucoup plus simple. L'autopsie permettra aussi de confirmer l'identité de la victime. Une femme sans histoire de 55 ans, Claude Ferron. La journaliste Christiane Desjardins s'est penchée sur cette affaire. Claude Ferron, c'est une femme qui a 2 enfants qui sont adultes. Elle est concierge de son immeuble. Elle est allée de petit boulot en petit boulot. Et pour joindre les 2 bouts, elle va se livrer à la prostitution de manière occasionnelle. Elle ne correspondait pas au profil qu'on se fait en général d'une prostituée. C'était une femme qui avait de la classe, qui avait une vie très riche en termes d'expérience, qui avait beaucoup voyagé, qui avait fait beaucoup de rencontres. Alors on peut dire que c'était une femme cultivée, qui prenait soin d'elle, qui enseignait l'aérobic, qui se retrouvait en début de cinquantaine dépourvue financièrement. Alors une de ses bonnes amies qui avait connu ce genre de difficultés lui a suggéré de passer une annonce dans le journal et puis de faire des rencontres comme ça, discrètement. L'enquêteur Saint-Germain essaie de comprendre pourquoi Madame Ferron a été la cible d'un acte aussi brutal. Évidemment, les policiers vont regarder de ce côté et chercher à savoir si ça ne pourrait pas être un client qui aurait fait ça. Ils vont aussi apprendre que les enfants de cette femme avaient coupé les ponts avec leur mère. Ils trouvaient que son compagnon était beaucoup trop violent. Donc ils vont partir enquêter sur cet homme-là. Cet individu-là n'aurait déjà fait preuve de violence à l'encontre de Madame Ferron. C'est un homme d'origine haïtienne. Et l'épouse de ce monsieur-là avait décidé de porter plainte contre lui pour violence. En fait, c'est la seule piste qu'on ait qui soit valable. Donc on s'intéresse essentiellement à cette piste-là. Et au moment où on commence l'enquête, on découvre l'endroit où il vivait avec sa femme. Et en rencontrant cette personne, elle nous apprend qu'il a disparu. Il a disparu dans la nature. Ça fait déjà 1 semaine à peu près qu'il était parti. Il a laissé son véhicule, il a laissé son linge aussi, et elle n'a plus de nouvelles. Et ça nous laisse à penser que peut-être il a des choses à se reprocher. Donc on se concentre sur cet individu-là. Grâce à la coopération de certaines personnes, on s'aperçoit qu'il est retourné en Haïti. Cet homme devient le suspect numéro 1. Mais encore faut-il que l'enquêteur arrive à retrouver sa trace. On s'aperçoit qu'il y a déjà un mandat d'arrêt international lancé contre lui. Alors aussitôt, on lance une alerte et peu importe l'endroit où il sera arrêté ou questionné, on en sera informé dans la minute et alors on fera les démarches pour aller le rejoindre et pour l'interroger. Mais après 4 mois, l'enquête ne mène à aucune piste, ni à aucun retour sur le mandat d'arrêt. Le sergent détective se voit contraint de classer le dossier sans suite. Une enquête de meurtre non élucidée, ça ne se termine jamais. Le dossier remonte à 93. J'ai pris ma retraite en 2002. De 93 à 2002, ce dossier-là a toujours été dans un coin de ma tête. Il a toujours été sur mon bureau. C'est un dossier toujours ouvert. Et il est toujours là. Toujours. La moindre preuve récoltée est aussi conservée précieusement. Les lamelles contenant les spermatozoïdes de l'agresseur présumé, qui ont été récupérés lors de l'autopsie, sont remisées en laboratoire à température contrôlée. Toute preuve que l'on récolte sur la scène d'un meurtre est conservée. On ne sait pas comment les technologies peuvent évoluer dans le futur, ni comment elles pourront nous permettre d'aller chercher d'autres éléments de preuve. Alors notre politique, c'est de ne rien détruire. Au niveau du laboratoire de police scientifique, ils ont plutôt le même mode de fonctionnement. Ils ne détruisaient jamais rien. Mais les enquêteurs sont loin de se douter qu'un autre meurtre tout aussi sordide avait été commis 10 ans auparavant par la même personne.
un meurtre non résolu. Des mégots avaient été laissés sur la scène par le meurtrier. Mais la technologie de l'époque ne permettait pas de faire de lien entre les dossiers ni de faire avancer l'enquête. Il faut rappeler qu'à l'époque, en 1984, il y avait le groupe sanguin, mais il n'y avait pas d'ADN. Du coup, on ne pouvait pas savoir à qui appartenaient ces mégots de cigarettes. En 1993, l'enquête sur le meurtre de Claude Ferron, camouflé en incendie, reste non résolue, faute de preuves. En juin 1984, près de 10 ans plus tôt, une voiture incendiée avait été repérée sur le parking d'un restaurant de Montréal et le corps de son propriétaire avait été retrouvé quelques semaines plus tard. Mais rien ne permettait jusque-là d'établir un lien entre les deux dossiers dormants dans les archives du service de police. Mais l'incendiaire a mal fait son travail parce qu'il a laissé les fenêtres fermées, donc le feu s'est étouffé. On a recueilli tout ce qu'on pouvait comme prélèvement. Et notamment ce qu'on appelle en bon canadien des butch, des mégots de cigarettes, dans le cendrier parce qu'il était plein. Il faut rappeler qu'à l'époque, en 1984, on avait le groupe sanguin, mais il n'y avait pas l'ADN. Du coup, on ne pouvait pas dire à qui appartenaient ces mégots de cigarettes. Dans les jours qui suivent, on découvre que la voiture appartient à John Deliva, un homme porté disparu un mois plus tôt. L'état du véhicule, l'endroit où il a été retrouvé, près d'un restaurant à Montréal que lui ne fréquentait pas, tout ça était un peu spécial. John Deliva, c'est le deuxième plus âgé d'une famille de 13 enfants. C'est un homme de 33 ans qui est célibataire et qui demeure à Ville-la-Salle. Il a une petite vie bien rangée, saine. Il aide sa mère, parce qu'elle est veuve. C'est elle qui a élevé ses enfants toute seule. John, à ce moment-là, tient un peu le rôle du père, parce que c'est un des plus vieux. Et puis, il est célibataire, donc il a plus de temps. Et tous les soirs, il vient dîner avec elle. Mais le 8 mai 1984, exceptionnellement, John ne dîne pas en compagnie de sa mère. Il se rend au restaurant. C'est la dernière fois qu'il sera vu vivant. John va dîner avec son frère Dominique. Ils ont l'habitude d'aller manger ensemble une fois par semaine. Le dîner est terminé. John doit rentrer chez lui parce qu'il travaille le lendemain. Mais le lendemain, la mère de John Deliva reçoit un appel du patron de son fils. L'homme est inquiet. John ne s'est pas présenté au travail ce matin-là et il ne parvient pas à le joindre. John est une personne sérieuse. Il est toujours au travail ou s'il n'y va pas, il prend le soin d'appeler. Mais cette fois-là, il n'appelle pas. La journée passe et ce soir-là, John ne vient pas dîner chez sa mère comme il a l'habitude de le faire. Elle est de plus en plus inquiète. Et le lendemain, Madame Deliva signalera sa disparition à la police. Les policiers de Montréal se sont rendus sur les lieux de son domicile, et ils n'ont rien trouvé de bizarre. Son lit était fait, ses affaires étaient très bien rangées. Donc, cet individu-là était parti de lui-même. Apparemment, il ne s'était rien passé à son domicile. Une enquête est aussitôt lancée. Les recherches d'usage ont lieu. Les enquêteurs essaient d'en savoir plus sur John Deliva et déterminer si quelqu'un pourrait lui en vouloir. Il faut savoir que les deux plus vieux, John et Dominique, ont un lien très particulier, parce que Dominique, à ce moment-là, a une leucémie. Et il est établi que le meilleur donneur compatible de moelle osseuse, eh bien, c'est John. L'opération devrait avoir lieu à la fin du printemps. Rien ne semble expliquer la disparition de John Deliva. La police de Montréal lance un avis de recherche sur tout le pays. La photo et la description de John et de sa voiture circulent dans les médias. La Gendarmerie royale du Canada transfère l'avis aux États mitoyens. Et là, on se dit, bon, écoutez, peut-être bien qu'il va réapparaître. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne le sait. La vie de Dominique est en jeu. Le 28 juin 1984, presque 2 mois après la disparition de John Deliva à Montréal, un résident de Longueuil fait son jogging quotidien en bordure du fleuve. Il a senti une odeur nauséabonde. Il a trouvé une personne qui était étendu par terre au pied d'un arbre. Le dos appuyé sur l'arbre, mais comme avachi. Le jogger s'empresse de prévenir les autorités. Le lieutenant-détective Robert Quentin était au service de police de Longueuil au moment des événements. 2 enquêteurs seuls se présentent sur les lieux. Pas de portable, juste équipés de talkie-walkie qui leur permettaient de contacter le central en cas d'urgence. Et ils conduisaient l'enquête du début à la fin. Toutes les démarches étaient effectuées par ces 2 mêmes enquêteurs. Aujourd'hui, vous arrivez sur une scène de crime. On vous envoie une équipe, vous avez des téléphones portables, vous avez les hommes dont vous avez besoin. Et le travail se fait en 24 heures quand il fallait 2 semaines, 3 semaines, 1 mois pour faire tout ça en 84.
Aucune pièce d'identité n'est retrouvée sur la victime. Les enquêteurs ne parviennent donc pas à identifier le cadavre qui se trouve devant eux. Le lendemain de la découverte du corps, la dépouille est expertisée dans le but de déterminer les causes de la mort, mais aussi d'identifier la victime. Le docteur Claude Potel est chargé de pratiquer l'autopsie. Le corps était dans un état de putréfaction avancé. Avec ce genre de cas, on essaie de mettre en évidence tous les indices pour déterminer si c'est un accident, un suicide ou un homicide. Mais l'état du corps rend l'identification de la victime très difficile. Quand les doigts sont desséchés, on peut les prélever. Et par la suite, on les met dans du formol pour pouvoir gonfler les tissus et rendre les empreintes plus évidentes. On prend les empreintes digitales et à la main, on cherche dans les fiches qui étaient faites à l'époque, qui étaient classées selon le nombre de crêtes, selon la typologie d'empreintes digitales. À ce moment-là, alors, on pouvait se référer aux fiches pour pouvoir chercher l'empreinte digitale. Aujourd'hui, c'est certain qu'avec les systèmes informatiques, le temps de le dire et on a la réponse. Mais à l'époque, tout se faisait à la main. L'identification de la victime par l'analyse des empreintes digitales demandera un certain temps. En revanche, le docteur Potel est formel sur les causes du décès. Lors de la radiographie, on a pu noter la présence de 2 balles qui sont restées dans la boîte crânienne. Une balle était entrée au-dessus de l'arcade sourcilière et une sur le haut du crâne. Ce qui nous porte à croire que soit l'individu était déjà assis au pied de l'arbre au moment où on l'a abattu, soit il était à genoux, près des lieux. Il est primordial pour les enquêteurs d'identifier cette victime. Tout est mis en œuvre pour y parvenir. L'enquêteur qui est arrivé au départ sur les lieux avait fait des recherches parmi toutes les personnes disparues à Longueuil. Et il n'avait rien trouvé. Il avait fait une demande à la GRC pour qu'elle nous fournisse la liste des personnes disparues au cours des 2 derniers mois, parce que le médecin légiste nous avait dit « la mort remonte peut-être à 1 mois, peut-être à 2, c'est pas certain ». Et l'enquêteur n'avait rien retracé à l'époque qui correspondait à l'individu. C'est finalement 9 jours après la prise d'empreintes sur le cadavre que les enquêteurs peuvent enfin avancer dans leur dossier. On a reçu le retour des empreintes digitales, établissant qu'elles correspondaient à une personne, à monsieur John Deliva. Le corps retrouvé sur le territoire de Longueuil était bien celui de John Deliva, l'homme porté disparu à Montréal plusieurs semaines auparavant. L'enquête pour disparition devient officiellement une enquête pour meurtre. La veille des funérailles de John Deliva, le 13 juillet 1984, la police de Montréal passe le relais à la police de Longueuil, qui s'occupera désormais du dossier, puisque le corps a été retrouvé sur son territoire. On nous a informé que l'auto de monsieur Deliva avait été retrouvé à Montréal un peu avant, et que les policiers avaient ramassé plusieurs éléments à l'intérieur du véhicule. Mégots de cigarettes, papier de chewing-gum, il y avait un gilet en laine, il y avait plusieurs choses à l'intérieur du véhicule. L'enquêteur s'intéresse particulièrement aux mégots de cigarettes. Lui ne fumait pas, donc si on retrouve des mégots de cigarettes, c'est que quelqu'un a pris le véhicule ou était avec lui au moment de sa disparition. Dans le temps, on récupérait les mégots de cigarettes parce que si on arrêtait un suspect, puis que le suspect fumait la même marque de cigarette que celle qu'on avait trouvée dans le véhicule, on pouvait dire « Écoute, on a trouvé tes cigarettes dans l'auto » ou des choses comme ça. Ça nous facilitait la tâche pour établir des liens indirects avec le suspect. Aujourd'hui, on peut facilement trouver de l'ADN sur une cigarette. C'est complètement différent. Les mégots de cigarettes retrouvés dans la voiture de John Deliva sont donc conservés précieusement, dans l'attente que de nouveaux éléments puissent éventuellement rediriger l'enquête. Mais malheureusement, les mauvaises nouvelles s'accumulent pour la famille Deliva. Dans les mois qui suivent le décès de John, l'état de santé de son frère Dominique se dégrade. Le 16 août 1984, la leucémie finira par l'emporter. Seule une greffe de moelle osseuse provenant de John aurait pu lui sauver la vie. La mère a dit, à l'époque, « Il m'a enlevé mes 2 enfants. » Donc la famille Deliva doit faire face à 2 funérailles des 2 plus vieux de la famille cet été-là. Octobre 1984. L'enquête sur le meurtre de John Deliva piétine. Les preuves manquent pour prouver l'hypothèse de l'enlèvement. Les enquêteurs ne disposent que des mégots de cigarettes, rien de plus. Il n'y avait pas de suspect potentiel. On n'avait pas de nouveaux éléments. On avait fait un profil de la victime. On avait fait un profil de son entourage. On n'avait aucun suspect.
On n'avait aucun motif expliquant pourquoi cette personne avait été abattue. Et ça, c'est difficile. Alors on a mis le dossier de côté, on l'a laissé en suspens, mais on l'a pas complètement fermé. Mais il faudra plus de 20 ans d'attente et la création d'une section des crimes non résolus pour que l'enquête reprenne de plus belle. Ce qu'elle révélera est à glacer le sang. Ils ont décidé d'enlever un individu en pleine rue pour son véhicule. Ils partent pour aller à Longueuil et ils décident d'exécuter Monsieur Deliva de 2 balles dans la tête. En 1984, la police de Longueuil enquête sur la mort de John Deliva. Le corps sans vie de ce trentenaire a été retrouvé dans un fourré aux abords du fleuve. Près de 10 ans plus tard, en 1993, le corps calciné de Claude Ferron est retrouvé dans son appartement incendié. Dans les 2 cas, le suspect échappe aux policiers. Serait-il face à 2 crimes parfaits? Ce n'est qu'en 2005, près de 10 ans plus tard, que les policiers trouveront enfin une piste leur permettant de rouvrir l'enquête sur le meurtre de Madame Ferron. Le sergent détective Michel Wissel travaille alors à la section criminelle de la police de Montréal. En 2005, je faisais partie de l'équipe des dossiers non résolus, les cold cases. Un dossier non résolu, c'est un dossier de meurtre. Au bout de 2 ans, il est classé comme non résolu. Ma fonction, à ce moment-là, c'est d'ouvrir les anciens dossiers, regarder si le dossier disposait de preuves, des preuves nouvelles, et par la suite, tenter de résoudre le meurtre. C'est certain qu'avec les nouvelles technologies, surtout l'ADN, on arrivait à prendre de vieux dossiers de 1980 et faire des analyses ADN. En 2005, l'enquêteur Wissel envoie donc au laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale les lamelles contenant les spermatozoïdes récupérés 12 ans auparavant sur le corps de la victime. Il espère qu'un profil d'ADN puisse maintenant y être prélevé. Heureusement, à cette époque, le médecin légiste prélevait tout sur l'âme et lamelles et les conservait. Ce sont des preuves que l'on conserve pendant plus de 25-50 ans. Grâce aux avancées scientifiques, il est maintenant possible d'établir plus de 10 ans après les faits un profil d'ADN sur le prélèvement fait en 1993 et conservé depuis. On a maintenant la banque de données ADN, donc on peut facilement comparer tous ces éléments avec ce qu'on a dans la banque. L'enquêteur Wissel a de la chance. Un profil ajouté en 2002 dans le fichier de criminalistique de la banque de données génétiques, qui regroupe tous les profils génétiques recueillis sur des scènes de crime, correspond avec le profil retrouvé sur le cadavre de Madame Ferron. Le même homme serait donc lié à ces 2 crimes. Lors du crime commis en 2002, les policiers ont réussi à identifier l'agresseur. On avait un suspect. C'était Monsieur le Chasseur, Nelson le Chasseur. Nelson le Chasseur, c'est un monsieur qui a la quarantaine, qui vient de Bécomo, même s'il en est parti depuis longtemps. Il a un casier judiciaire particulièrement bien fourni. À 16 ans, il a tabassé un homme au point de le tuer. Et il a finalement été condamné pour homicide involontaire. Il a été envoyé à Boscoville, à un centre pour mineurs, puisqu'il n'avait pas 18 ans. À sa sortie de Boscoville en 1982, Nelson le Chasseur vient tout juste d'avoir 18 ans. Des activités criminelles de toutes sortes font maintenant partie de son quotidien. Vol, vol à main armée et même proxénétisme. Nelson le Chasseur, au milieu des années 90, a été accusé de proxénétisme à l'encontre d'une fille de 16 ans. Il a été déclaré coupable au terme du procès et le juge l'a condamné à 4 ans de prison. Entre le milieu des années 1990 et 2002, Nelson le Chasseur accumule les allers-retours en prison. En 2002, il est à nouveau arrêté. Et c'est ce crime qui permettra à la police de lier Nelson le Chasseur au dossier non résolu de Madame Ferron. Ce qui est arrivé, c'est que Nelson le Chasseur, en compagnie d'une autre dame qui était prostituée, a séquestré et enlevé une personne dans la rue pour ensuite l'emmener à son appartement. Il voulait lui voler ses cartes de crédit, sa voiture. Pendant l'agression, Nelson le Chasseur a utilisé un couteau Rambo pour taillader la fameuse victime. Nelson le Chasseur a coopéré. Il a même remis le couteau Rambo en question. Le couteau saisi est envoyé comme preuve à expertiser au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale. En revanche, il n'y a plus d'urgence à traiter cet élément de preuve, puisque Nelson le Chasseur plaide coupable et qu'il sera condamné par la suite. Toutefois, la procédure veut que le profil d'ADN soit tout de même prélevé et déposé à la Banque nationale des données génétiques. Ça peut prendre jusqu'à 1 an à 2 ans avant d'avoir un résultat.
En 2003, le couteau avait été envoyé en expertise. Le 9 mars 2005, nous recevons la lettre nous indiquant qu'il s'agit d'un profil génétique. On peut dire que c'est un homme inconnu, qui correspond au même profil que celui du sperme qui a été trouvé lors de l'autopsie de Madame Ferron. Et on peut dire aussi que, sur le couteau, il y a bien le profil de l'individu qui est accusé, Nelson le chasseur. Sauf que, étant donné que Madame Ferron pratiquait la prostitution occasionnelle, ça ne voulait pas dire que le sperme qu'on avait retrouvé chez elle appartenait au meurtrier. Ça pouvait très bien être un de ses précédents clients, et ce n'est qu'ensuite qu'elle a été tuée. Mais disons-le, c'était tout de même une bonne piste. Et c'est à partir de ce moment-là que l'enquête a ressurgi des limbes. C'est donc plus de 10 ans après l'enquête initiale que le sergent détective Saint-Germain, alors retraité depuis quelques années, peut finalement voir son dossier avancer. Je l'apprends par l'équipe des affaires non classées. Mais pour moi, on tourne la page, c'est la fin du chapitre. Mais voilà qu'en reprenant l'enquête sur le meurtre de Madame Ferron, Michel Wissel fait aussi une étonnante découverte. Lorsqu'on rouvre le nouveau dossier de Madame Ferron et que le suspect, Nelson le chasseur, arrive dans notre ligne de mire, à ce moment-là, on discute avec les gens qui sont là, les autres enquêteurs des homicides. Ril Meloche, qui est aussi enquêteur chez nous, nous révèle des choses quand même assez intéressantes. En 1989, Nelson le chasseur est suspecté de vol qualifié. Et pour tenter de négocier, parce que le chasseur ne voulait pas retourner en prison, il mentionne le meurtre d'un dénommé Monsieur Deliva. Et si à nous, ça ne nous dit rien dans nos banques de données, à ce moment-là, c'est parce que le meurtre a eu lieu à Longueuil, et non à Montréal. Mais Nelson le chasseur discute avec Monsieur Meloche et lui mentionne qu'en 1984, il traînait avec un certain Mike. Et ils avaient décidé d'enlever un individu dans la rue pour son véhicule. Ils partent en direction de Longueuil. Arrivé à Longueuil, ce que Nelson le chasseur dit à ce moment-là, c'est que Mike a une arme à feu et qu'il décide d'exécuter Monsieur Deliva de 2 balles dans la tête. Nelson le chasseur dit « moi, j'avais rien à voir là-dedans, j'étais là, je pensais qu'on voulait juste le voler. » Par la suite, il dit « On a pris le véhicule de Monsieur Deliva, on l'a conduit à Montréal, et c'est là qu'on a mis le feu à la voiture. » L'information est transmise à ce moment-là à la police de Longueuil. Et suite à ça, ils interrogeront le fameux Mike. Et Mike, lui, dit le contraire. Il dit « C'est pas moi qui l'ai tué, c'est le chasseur qui l'a tué. » Dans un cas comme ça, on ne pouvait accuser personne, parce que, comme chacun reporte la faute sur l'autre, on n'a aucun moyen de savoir qui a tué, et nous on est coincés. Mais là où ça devient intéressant pour moi, c'est que ça me laisse entrevoir que Nelson le chasseur est quand même un homme qui peut tuer quelqu'un. L'enquêteur Wissel doit maintenant prouver que Nelson le chasseur est bien l'auteur du meurtre de Madame Ferron. Par la suite, ce qu'on devait faire de manière évidente, c'est qu'on doit aller chercher l'ADN de Nelson le chasseur, parce qu'il faut vraiment prouver avec certitude que c'est bien notre gars, qu'on a le même profil génétique. J'avais quand même assez de preuves pour aller chercher un mandat pour un prélèvement. Mais la problématique que j'avais, c'est que même si je prouvais que c'était le même ADN que dans l'affaire Ferron, Nelson le chasseur avait juste besoin de dire « Bah oui, j'ai couché avec et c'est pour ça que mon ADN est là. » Et c'est pour cette raison-là que je suis allé chercher un mandat tout de suite, parce que je voulais pas donner le moindre indice à Nelson le chasseur qu'on s'intéressait à lui. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on décide de mettre en place une filature. On veut connaître à ce moment-là quels sont ses allées et venues. Le sergent détective Michel Wissel avance maintenant à grands pas, non pas sur un, mais sur 2 dossiers de meurtre non résolus, commis sur 20 ans, dont l'auteur serait Nelson le chasseur. Il communique avec les policiers de Longueuil dans l'espoir de faire la lumière sur le meurtre de John Deliva, commis en 1984. C'est qu'il y a des mégots de cigarettes qui sont encore dans le dossier, ce qui fait qu'on demande l'envoi des mégots de cigarettes au laboratoire, encore une fois, pour profilage génétique. En 1984, la police de Longueuil n'a trouvé aucun suspect pour le meurtre de John Deliva, retrouvé sans vie dans un fourré aux abords du fleuve. Jusqu'en 2005, aucune piste ne permettait non plus d'élucider le meurtre de Claude Ferron, décédé dans son appartement incendié en 1993.
Mais le criminel multirécidiviste Nelson le Chasseur est maintenant dans la mire des policiers. Le sergent détective Michel Wissel de la police de Montréal place donc le chasseur sous filature. Il veut obtenir son ADN pour le comparer à celui laissé sur le cadavre de Madame Ferron. Le 2 juin 2005, l'enquêteur traque le chasseur jusque dans un restaurant où il est attablé avec une femme. L'occasion de mettre la main sur l'ADN du suspect se présente enfin. À un moment donné, Nelson le Chasseur s'en va avec la femme et laisse les couverts qu'il a utilisés. Ce qui était important, c'était de bien emporter les couverts de Nelson le Chasseur et non ceux de la dame. L'enquêteur Wissel fait parvenir les couverts saisis au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale afin d'y prélever l'ADN de Nelson le Chasseur. Il est convaincu de pouvoir obtenir une concordance avec le profil génétique laissé sur le cadavre de John Ferron. Dans l'attente des résultats, il informe les policiers de Longueuil qu'il reprend l'enquête sur le meurtre non résolu de John Deliva. On communique avec la police de Longueuil, étant donné que le meurtre de Monsieur John Deliva s'est produit à Longueuil. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des mégots de cigarettes qui sont encore dans le dossier. Ces mégots de cigarettes ont été retrouvés dans le véhicule de Monsieur Deliva alors qu'il avait été incendié. La voiture n'avait pas entièrement brûlé parce qu'il avait mis le feu, mais il avait laissé les portes et fenêtres fermées. Le feu s'est étouffé, et il n'a pas tout détruit dans le véhicule. On prend tous ces mégots-là, on va les porter à Parthenay, au laboratoire de police scientifique, et eux font des analyses pour trouver de l'ADN. Ce qu'on ne pouvait pas faire en 1984. Dans les jours qui suivent, l'enquêteur Wissel obtient un retour du laboratoire concernant toutes ces demandes d'analyse. Le profil génétique qui était sur la fourchette est le même que celui des mégots de cigarettes dans le véhicule, et que sur les prélèvements qui ont été faits sur Madame Ferron lors de l'autopsie. Mais j'ai pas encore assez de preuves pour l'accuser. Concernant les mégots de cigarettes, il a déjà avoué à Monsieur Méloche qu'ils ont attaqué Deliva pour voler son véhicule, puis l'ont amené à Longueuil. Oui, on le place sur les lieux du crime, mais ça ne prouve pas que c'est lui qui a tué. L'enquêteur décide donc de sortir l'artillerie lourde. Il mène une opération digne d'un scénario hollywoodien pour faire avouer à Nelson le Chasseur le meurtre de Claude Ferron. Des policiers infiltrés se font passer pour des criminels, gagnent la confiance des suspects et les amènent à mettre le pied dans un engrenage de crimes fictifs, dans le but d'obtenir des confessions relatives au crime pour lequel ils sont soupçonnés à la base. L'inspecteur baptise son opération Mr. Big. Notre objectif, c'est simplement de placer un agent infiltré auprès de le chasseur pour qu'il devienne son ami. Peu à peu, l'agent double qui se fait passer pour un braqueur de station-service gagne la confiance de le chasseur et tisse sa toile autour de lui. Nelson le Chasseur, c'est une personne qui aime beaucoup parler. Oui, il aime ça, se vanter, il aime ça, jouer les fiers à bras qui n'ont peur de rien. Et il va même aller jusqu'à se vanter qu'il a commis le meurtre de Madame Ferron. Il ne le spécifie pas à ce moment-là. Il ne dit pas que c'est Madame Ferron. Mais à partir de là, on savait qu'on tenait le bon suspect. Ça allait bien. Alors on continue. Lors d'une rencontre avec celui qu'il pense être son ami, mais qui est en fait un agent infiltré, Nelson le Chasseur fait enfin de très grosses confidences. En décembre 2005, Nelson le Chasseur s'est mis à table et a purement et simplement tout divulgué. Tous les meurtres qu'il a commis, dont Monsieur Deliva. C'était pas la première fois qu'il interceptait des gens comme ça pour leur demander un renseignement. Et là, le complice, qui s'appelle Mike, est arrivé avec une arme à feu. Et il a dit, on l'embarque. On va aller sur la rive sud. Et ils l'ont emmené dans le parc industriel, puis ils l'ont emmené dans les bois. Mike aurait agenouillé Deliva près d'un arbre. Il lui aurait tiré une balle dans la tête. Le chasseur l'aurait regardé et aurait dit « Moi aussi, je suis capable ». Il aurait empoigné l'arme et aurait tiré la deuxième balle dans la tête pour l'achever, pour dire « Moi aussi, je peux tuer, tu vois, je peux le faire ». L'endroit où le corps a été trouvé correspondait avec l'endroit où Nelson le Chasseur disait l'avoir emmené. La position du corps également. Il nous racontait qu'il l'avait assis au pied d'un arbre, et ça correspondait exactement à la position dans laquelle on avait retrouvé le corps. Aucune pièce d'identité. Il disait qu'il avait tout pris à Monsieur Deliva. Ils ont gardé la voiture pour faire une virée. Puis, ils l'ont ramenée à Montréal, dans l'Est, sur un parking de brasserie. Et ils ont incendié la voiture. Pour lui, l'auto avait complètement brûlé. Alors tout ça correspondait avec ce que Nelson le Chasseur nous racontait. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de sang-froid.
Se sentant de plus en plus en confiance, le chasseur fera enfin des révélations choc. C'est le moment que le sergent détective Wissel attend depuis des semaines. Concernant Madame Ferron, il dit « Effectivement, je suis allé chez elle parce que j'ai eu un contrat. Le contrat était de 25 000 $. 25 000 $ dans les années 90, c'est beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent. Habituellement, de ce qu'on sait, c'est environ 3 à 5 000, 10 000 $. Ces aveux de le chasseur viennent donc faire la lumière sur la seule piste valable dans l'enquête initiale menée par Gérard Saint-Germain, la piste de l'ancien amant de la victime, qui aurait pris la fuite peu de temps après le meurtre de Madame Ferron. Dans mon esprit, il était certain que ce suspect-là était notre coupable. C'était l'individu sur lequel on concentrait tous nos efforts. Mais quand on nous a parlé d'un contrat, ce qui me chiffonnait, c'était le fait que, financièrement, le montant qui était en jeu me paraissait quand même un peu excessif. En tout cas, pour le profil d'individu auquel correspondait mon suspect. Mais lui devait prouver que c'était un gars qui était capable de tuer. Et ce contrat lui était tombé dessus. Il a reconnu être allé chez elle, puis ils ont bu une bouteille de vin ensemble. Par la suite, ils ont eu des relations sexuelles. À un moment donné, alors qu'elle lui tournait le dos, il l'a étranglée. Et après ça, il a mis le feu au lit. Et il est parti. Pour faire le malin, il dit « Évidemment, j'avais mis un préservatif. » Mais nous, on savait que ce n'était pas le cas. En fait, c'était juste pour se vanter qu'il ne faisait pas d'erreur. Du coup, Nelson le chasseur s'est mis à table pour les 2 meurtres. Il apparaît bien évident que cette version des faits de Nelson le chasseur, qui a la réputation de se vanter, est avancée afin de semer le doute sur le fait qu'il aurait été un client de Madame Ferron. Les enquêteurs n'écartent pas la possibilité que le motif du crime pourrait être le vol ou l'agression sexuelle. C'est suite à ces révélations de Nelson le chasseur que la police élabore une stratégie afin de procéder à son arrestation. L'agent double l'invite à rencontrer son patron, qu'il présente comme étant l'homme à la tête de l'organisation criminelle à laquelle il appartient. C'est l'étape ultime du scénario imaginé par l'enquêteur Wissel, la rencontre avec Mr. Big. On devait avoir des aveux de Nelson le chasseur pour pouvoir l'inculper. Et ces aveux-là devaient être enregistrés pour le procès. Tout est en place afin de coincer Nelson le chasseur. L'enquêteur Michel Wissel n'a plus qu'à espérer qu'il refasse les mêmes aveux lors de cette rencontre filmée à son insu. Le chasseur semblait étonné d'apprendre que le fameux Jack, qui était son comparse, était en réalité un policier. Décembre 2005. L'opération Mr. Big menée par la police de Montréal entre dans sa phase finale. Le chasseur est devenu le suspect numéro 1 des meurtres non résolus de John Deliva en 1984 et de Claude Ferron en 1993. La police procède maintenant à la dernière étape de son opération, la rencontre entre le suspect et le grand patron dit Mr. Big, à qui il doit avouer ses crimes antérieurs afin d'obtenir le statut de membre en règle de la soi-disant organisation criminelle. Le sergent détective Wissel fait enregistrer la rencontre sur vidéo. Cette histoire-là, il l'a racontée au grand complet avec plein de détails que lui seul pouvait connaître. Il voulait se faire mousser, montrer que c'était un homme de main, qu'il ne redoutait pas la violence et qu'on pouvait avoir confiance en lui, que c'était un vrai dur. Je vais vous donner le plus bel exemple. Nelson le chasseur a dit qu'avant de mettre le feu, il avait enlevé la batterie du détecteur de fumée, pour ne pas que celui-ci se déclenche. Et effectivement, on avait trouvé la batterie sur le sol. Il n'y avait que le tueur qui savait qu'on avait enlevé la batterie. Donc avec ces éléments-là, je pouvais dire « j'en ai assez pour l'inculper ». Au terme de la dernière étape de l'opération Mr. Big, le 14 décembre 2005, Nelson le chasseur est placé en état d'arrestation. Le chasseur n'en croyait pas ses yeux de voir que le fameux Jack, qui était son comparse, était en réalité un policier. Et je pense qu'il a quand même réalisé à ce moment-là « je suis fait ». La seule chose que je me souviens de lui avoir dit, c'est que tout était enregistré. À ce moment-là, il n'a plus parlé. Et il n'a plus dit un mot, plus rien. Nelson le chasseur gardera en effet le silence tout au long de l'interrogatoire qui s'étire sur plus de 2 heures. On obtient alors un mandat afin de prélever son ADN. On fait le prélèvement d'ADN pour la raison simple qu'on sait que sur le couteau et la fourchette que j'ai fait analyser,
L'ADN présent était le sien, puisque c'était ses couverts. Mais alors, est-ce qu'on pouvait réellement dire à 100% que c'était lui? Pour en être sûr, il faut procéder à une autre prise de sang. C'est la loi. Le retour d'analyse est sans appel. L'ADN retrouvé est bien celui de Nelson le chasseur, qui a été prélevé sur le corps de Madame Ferron, sur les couverts du restaurant et sur les mégots laissés dans la voiture de John Deliva. Ça nous indique la place de l'individu sur les lieux. Et si en plus de ça, on a d'autres preuves tangibles qui le confondent, à ce moment-là, ça ne vient que renforcer ces preuves-là. Alors, plus on a de preuves, plus le dossier est solide. Moins on a de chances qu'il puisse s'en tirer. Il peut toujours y avoir, sans éléments corroborants, une échappatoire. La personne peut dire « Ah, le meurtre de Deliva, en fait, je l'ai lu dans les journaux. Et puis je m'en suis vanté. » Mais là, vous avez l'ADN de le chasseur dans la voiture de Deliva. Mais ça ne marche pas, cette explication-là. Grâce aux efforts conjoints déployés sur plus d'une décennie entre l'enquête initiale menée en 1993 et celle de 2005, Nelson le chasseur sera enfin traduit en justice, le 15 décembre 2005. Nelson le chasseur comparaît alors pour les meurtres de John Deliva et de Claude Ferron, commis respectivement 10 ans et 20 ans plus tôt. Il plaide non coupable aux accusations de préméditation qui pèsent contre lui. C'est maître Jacques Dagenais qui porte l'accusation. Lorsqu'on m'a confié ce dossier-là, je me souviens très bien de la matinée parce que le chasseur comparaissait. Et il y avait 7 à 8 personnes qui étaient là, qui m'attendaient, qui se ressemblaient. Et ils me disaient, on est les frères, les sœurs et les cousins de John Deliva. Et on veut assister. On veut voir le visage de celui qui a tué notre frère. Mais ça remontait à 1984. Ça faisait 21 ans et je n'oublierai jamais ça. Évidemment, ça nous prend vraiment au cœur et on n'a pas idée à quel point, finalement, ça crée des blessures qui ne se referment jamais et qui restent très vives, même 21 ans après. Plus de 3 ans plus tard, le 28 mars 2008, alors que la date de son procès arrive à grands pas, Nelson le chasseur se ravise. Nelson le chasseur décide de plaider coupable, de reconnaître ses crimes. Ce que son avocat va déclarer, c'est que Nelson le chasseur a lui-même un cancer. Et c'est là qu'il s'est rendu compte de la valeur de la vie. Bon, ça veut dire qu'il prendra minimum 20 ans. Et ce n'est pas sûr du tout qu'il aura une libération conditionnelle après. Dans son cas, ça voulait dire qu'il resterait enfermé jusqu'à la fin de sa vie. Les 11 frères et sœurs sont présents dans la salle d'audience. Et plusieurs tiennent une photo de leur frère. On pourrait dire que Nelson le chasseur a fait 3 victimes. 3 meurtres si on veut. Parce qu'il a tué Madame Ferron, il a tué John Deliva, et par ricochet, probablement son frère Dominique aussi. Ah, moi je vous le dis, j'aurais une bouteille de champagne, je l'aurais ouverte. Ah oui, certain, c'est une fête. Chaque dossier sur lequel on a travaillé, ça nous a vraiment pris aux tripes. Puis quand on a un résultat positif à la fin et qu'on arrête le tueur, c'est une vraie satisfaction. Je pense que la science est venue clairement améliorer notre système. J'ai eu beaucoup de cas dans lesquels, simplement, avec la technologie d'aujourd'hui, la science d'aujourd'hui, on a pu résoudre ces crimes. De nos jours, avec l'ADN, des crimes parfaits, ça n'existe plus.